Alors bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur la programmation orientée objet à destination des programmeurs Android. Donc dans ce petit tutoriel, je vais parler de classes et d'objets, de propriétés et de méthodes, de constructeurs, d'instanciation de la classe et un peu plus tard d'héritage également. Voilà, donc on va commencer par parler de classes. Et donc je suis ici dans un projet, j'ai créé un nouveau projet. Dans ce projet, j'ai créé une classe que j'ai appelée appli.java, une classe appli, et dans laquelle j'ai inséré la méthode main, qui va me permettre donc de tester les différentes classes que je vais créer. Alors en fait, je n'ai pas créé beaucoup de classes, je vais en créer qu'une seule pour l'instant, et on va commencer par quelque chose de très très simple. Donc je vais venir ici, je fais New Java Class, et je vais créer une classe que je vais appeler Empty Class. Voilà, c'est ma classe ici, Empty Class. Alors il faut bien s'assurer que le nom de la classe commence par une majuscule. Et cette classe donc est stockée dans un fichier qui s'appelle lui aussi emptyclass.java. Donc cette classe qui s'appelle Empty Class, en fait je vais la laisser comme ça, je vais ajouter aucune instruction dans le corps de la classe. Donc c'est une classe qu'on peut considérer comme vide. Et on va voir ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette classe dans notre application. Alors généralement quand on a une classe Java, ce qu'on a envie de faire c'est de l'instancier. C'est le but d'une classe, c'est à partir de cette classe de pouvoir créer un ou plusieurs objets basés sur cette classe. Une analogie intéressante, c'est de faire l'analogie avec le plan de construction d'une maison et la maison elle-même. Donc le plan de construction d'une maison, c'est simplement la description de la maison, et la maison, c'est la concrétisation de ce plan. Et bien en programmation objet, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'une classe fonctionne ou a le même rôle que le plan de la maison, et l'objet qu'on va créer en instanciant la classe, eh bien c'est comme la maison qu'on a créée, qu'on a bâtie sur la classe. Donc à partir d'une classe, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir instancier la classe pour obtenir un objet basé sur cette classe. Alors l'instruction la plus simple pour instancier la classe, eh bien c'est d'utiliser le mot-clé new, suivi du nom de la classe qu'on souhaite instancier. C'est la classe empty class, et on termine l'instruction par un point virgule. Alors ça c'est vraiment l'instruction la plus simple, qui n'est jamais utilisée, on va voir pourquoi, mais c'est l'instruction la plus simple. Alors première remarque, on voit que le compilateur ne souligne pas en rouge cette instruction, donc ça veut dire a priori qu'elle est licite, il n'y a pas d'erreur de compilation. Vérifions maintenant que si on exécute la méthode main, on n'a pas non plus d'erreur d'exécution. Voilà, et je vérifie dans la console d'exécution que j'ai pas d'erreur. Et donc l'instruction s'est exécutée correctement. Bien, cette instruction en fait n'est pas très utile. Pourquoi? Parce que si je crée un objet basé sur ma classe empty class, c'est pour l'utiliser par la suite, pour utiliser les fonctionnalités de cet objet. Or là, pour l'instant, j'ai créé un objet avec l'instruction qui est là, mais je suis incapable de l'utiliser parce que je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il se trouve, j'ai aucun moyen pour y accéder. L'objet a bien été créé, le compilateur l'a stocké quelque part en mémoire, mais je ne peux pas accéder à cet espace mémoire qui contient l'objet. Alors pour pouvoir y accéder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais complexifier un tout petit peu l'instruction, et la référence de l'objet qui est créé par l'instruction ici, je vais la stocker dans une variable. Donc je vais déclarer juste en dessous une variable ayant le type de la classe, donc une variable de type empty class. Cette variable, le compilateur me propose de l'appeler empty class, donc je vais sélectionner ce nom, et je vais dire empty class égale new empty class. Et cette première instruction très simple, je vais la supprimer, j'en ai plus besoin. Voilà, donc avec cette instruction-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur la partie qui est à droite du signe égal, l'expression qui est là va me permettre d'instancier la classe pour créer un objet. Et la référence de l'objet qui a été créé, je vais la stocker dans la variable empty class. Il faut un petit peu voir la variable comme une espèce de boîte dans laquelle je vais pouvoir ranger la référence d'un objet. Je vais pouvoir ranger l'objet que j'ai créé ici. Donc j'aurai cette boîte à disposition, et dans cette boîte, j'aurai la référence de l'objet. Et je pourrai donc utiliser les ressources fournies, les fonctionnalités fournies par la classe. Donc pour l'instant, on est dans une classe qui fournit aucune ressource, et effectivement, on va se poser la question, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cet objet? On va se dire, on ne peut pas faire grand-chose, puisqu'il n'a aucune fonctionnalité de définie, de programmée, donc on ne peut rien faire. Alors est-ce qu'on peut vraiment
est-ce qu'il serait possible de faire quand même quelque chose avec cet objet? Tapons par exemple empty class point, et on constate que le compilateur nous propose un certain nombre de fonctionnalités, un certain nombre de méthodes. Moi, ça paraît quand même bizarre, puisqu'on n'a défini aucune fonctionnalité dans notre classe. D'où proviennent les fonctionnalités qui sont ici affichées par le compilateur? D'où provient par exemple cette méthode toString qu'on va utiliser juste après? Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, quelque chose d'important, c'est que toutes les classes Java du framework et toutes les classes Java que l'utilisateur, que le programmeur va créer, toutes ces classes sont organisées dans une arborescence, donc elles ont des relations les unes avec les autres, et le sommet de l'arborescence, c'est une classe qui s'appelle Object. Donc en vérité, toutes les classes Java qu'on utilise dans une application dérivent d'une façon ou d'une autre, ou héritent d'une façon ou d'une autre de cette classe Object. C'est un petit peu comme si ici j'avais écrit public class empty extends object. Vous voyez que cette classe Object, elle apparaît ici dans les choix proposés par le compilateur. Donc cette instruction ici, qu'on reverra plus tard quand on parlera d'héritage, cette instruction ici, le mot-clé extends, permet de dire que notre classe empty class va hériter des fonctionnalités de la classe Object. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici. Toutes les méthodes qui sont affichées pour notre objet empty class, toutes les méthodes qui sont affichées ici par le compilateur sont des méthodes de la classe Object. On va le vérifier un petit peu juste après. Alors je reviens sur la déclaration de la classe empty class. En fait, cette spécification qui sert à dire qu'on veut que notre classe étende la classe Object, on peut la laisser comme ça gêne en rien, mais elle n'est pas utile, puisque par défaut, et de façon complètement automatique, toutes les classes vont hériter de la classe Object. C'est ce qu'on constate ici. Maintenant, j'ai supprimé la spécification ici, et je constate que quand je tape empty class, donc mon objet empty class que je viens de créer, eh bien j'ai toujours la liste des fonctionnalités qui sont héritées de la classe Object. Alors on ne va pas toutes les tester, bien sûr, il y en a qui sont d'utilisation relativement complexe. On va juste s'intéresser à la méthode toString ici. Et on va regarder un petit peu cette méthode toString. Voilà, on voit que si on met le curseur sur la méthode toString, le compilateur nous affiche un petit peu la description de cette méthode. On a ici la syntaxe de la méthode toString, donc public string toString. C'est une méthode qui renvoie une donnée de type string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et on voit juste au-dessus que cette méthode est une méthode de la classe Object qui se trouve dans le package java.lang. Donc là déjà, on a une confirmation du fait que toString est bien une méthode de la classe Object. Alors on peut vouloir en savoir un tout petit peu plus, comment cette méthode est programmée, qu'est-ce qu'elle fait. Et pour ça, on peut consulter sa programmation, consulter sa définition, en appuyant sur la touche CTRL, en mettant le curseur sur toString. On voit que le toString change d'aspect. On clique dessus. Voilà, ici, on se retrouve en fait dans la classe Object. Je viens juste en haut, ici. On voit ici la déclaration de la classe Object, public Java Object. On voit ici l'indication du package, c'est bien java.lang, ce qu'on voyait tout à l'heure sur la doc. Et si je me remets sur la méthode toString, qui est à peu près vers 255, je crois. Voilà. On voit ici sa déclaration, donc c'est public string toString. Donc c'est une méthode qui renvoie bien effectivement une chaîne de caractères. Et comment cette chaîne de caractères est fabriquée? Eh bien grâce à l'expression qui est ici. Alors, peut-être ce qu'on aurait dû faire juste avant, c'était, avant d'aller plus loin pour analyser cette instruction ici, c'était exécuter la méthode main pour voir effectivement ce que la méthode toString retourne, ce que je n'ai pas fait précédemment. Donc je vais le faire maintenant. J'exécute le main. Ok, alors on voit rien du tout en fait, et rien n'a été affiché depuis notre méthode main. C'est parce qu'en fait ce que renvoie toString, il faut aussi demander au compilateur de l'afficher dans la console. J'ai juste oublié de mettre une instruction system.out.println à qui je vais demander d'afficher dans la console ce que retourne l'expression qui est ici. Je réexécute main. Voilà, donc maintenant j'ai bien un message qui est affiché, c'est celui-ci, empty class suivi d'un code alphanumérique. Cette chaîne de caractères est retournée par la méthode toString. Donc si on retourne dans la déclaration de toString et dans l'expression qui calcule effectivement cette chaîne de caractères, eh bien on reconnaît ici une première partie getClass.getName, eh bien
avec le nom des méthodes, on se doute qu'effectivement, elles vont permettre de retourner le nom de la classe. C'est bien la classe empty class. Concaténer avec un arrobase ici, c'est l'arrobase qu'on voit ici. Et concaténer avec le résultat de cette expression. Alors le résultat de cette expression, c'est un tout petit peu complexe, hein. Ce qu'on voit ici, d'abord, c'est l'utilisation d'une méthode qui s'appelle hashcode. On va vérifier en tapant ici donc, le nom de notre objet qui hérite de la classe object, un point, et on voit effectivement qu'on a accès à une méthode hashcode. Donc hashcode est bien une méthode de la classe object. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie d'une façon ou d'une autre un int, c'est-à-dire un nombre entier. Allons voir cette méthode hashcode dans la classe object. Voilà, de nouveau je suis dans la classe object ici. Et on a cette méthode hashcode. Bon, on ne voit pas sa définition, hein. C'est une méthode un peu particulière, on n'a pas la définition de hashcode, on ne sait pas comment le nombre entier qui est retourné est fabriqué. Alors si on lit le texte qui est juste au-dessus, et je vous laisserai le lire parce que c'est un peu complexe, on voit que le hashcode, c'est un nombre entier qui est fabriqué à partir de l'adresse mémoire de l'objet. Alors retournons sur la méthode toString. La méthode hashcode, qui est une méthode de la classe object, va retourner un nombre entier. Et la méthode toXString de la classe integer, eh bien, va transformer ce nombre entier en une représentation hexadécimale du nombre sous forme d'une chaîne de caractères. Hein, c'est pour ça qu'ici, ce qu'on a comme le code alphanumérique qui est ici, c'est une représentation hexadécimale du nombre. Hexadécimale, ça veut dire que les caractères qui vont être là, ça va être les chiffres de 0 jusqu'à 9, plus les lettres de A jusqu'à F, dans le codage hexadécimal. Ok, donc ce qui peut être intéressant de faire comme petite manipulation, c'est de voir effectivement, par exemple, je vais dupliquer cette ligne ici, et on va faire tourner la méthode hashcode dans le main ici, voir le nombre entier qui est retourné. Ok, et puis ce qu'on va faire aussi, c'est que, alors j'enlève ici le point virgule pour ne pas avoir d'erreur, je vais encore dupliquer l'instruction ici, et le résultat du hashcode, ici le nombre entier qui est retourné par cette expression, eh bien, on va utiliser la méthode toXString de la classe integer, on va lui passer le hashcode qui est retourné, et on va voir effectivement si ça nous renvoie bien la même chose qu'ici. J'exécute de nouveau la méthode main. Ok, et je constate effectivement que ce que retourne le hashcode, c'est bien un nombre entier, et que la représentation en hexadécimale de ce nombre entier, eh bien, c'est la même que celle qui est affichée ici. C'est normal, on a utilisé les mêmes méthodes que la méthode toString. Voilà, donc là, ça nous permet effectivement de bien comprendre comment fonctionne cette méthode toString et quelles sont les informations qu'elle nous renvoie. Donc une information importante, c'est qu'ici, on a quand même un identifiant de l'objet, c'est-à-dire normalement un identifiant, c'est-à-dire un code unique pour notre objet. D'ailleurs, maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de créer un deuxième objet basé sur la même classe. Hein, de la même façon qu'avec un plan de maison, on peut construire autant de maisons qu'on souhaite. Eh bien, avec une classe Java, on peut construire autant d'objets correspondant à cette classe qu'on souhaite. Donc là, je vais en construire un deuxième. Donc, de nouveau, empty class. Je crée une variable pour récupérer la référence de l'objet créé. Prends pour valeur new empty class. Et ce que je vais faire, c'est je vais utiliser la même instruction qu'ici. Je vais la dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la méthode toString sur la variable empty class 1. Et puis, pour éviter d'avoir trop d'informations, je vais mettre celle-ci en commentaire. CTRL/, et j'exécute la méthode main. Et on constate que notre premier objet, il a toujours le même code hexadécimal, hein, il a toujours le même identifiant, et que le deuxième objet, il a effectivement un identifiant qui est différent. Donc deux objets différents auront des hashcodes différents. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo, et dans la prochaine vidéo, on travaillera avec des classes un peu plus intéressantes, ayant à la fois des propriétés et des méthodes. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.